est inspiré de la série Empathie. Aujourd'hui, avec nous, Florence Lompré, autrice et actrice principale de la série. Salut. Salut. Tu incarnes le docteur Bien-Aimé. Et on a aussi avec nous deux psychiatres invités, docteur Chamberlain et docteur Boulanger. Merci également d'être là. Vous avez tous les deux été consultants dans la série. Est-ce que vous pourriez rapidement nous parler un petit peu de votre pratique? Moi, je travaille à l'Institut Philippe Pinel de Montréal comme psychiatre légiste. Donc, je vois des gens qui ont un trouble de santé mentale ou pour lequel on se demande s'ils ont un trouble de santé mentale et qui ont eu des problèmes avec la justice, donc qui ont été accusés de quelque chose. Donc, je fais et des expertises, mais aussi je travaille sur une unité où on fait du traitement. Donc, on essaie de réhabiliter les gens qui ont été trouvés non criminellement responsables, c'est-à-dire qui ont fait un délit à cause d'une maladie mentale. Donc, essentiellement un peu ce que le personnage de Florence fait dans la série. Exactement. Je travaille au même hôpital, l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel. C'est un hôpital où on traite des gens qui ont deux problèmes. Ils ont la malchance d'avoir une maladie mentale et cette maladie mentale-là les a amenés, en plus de ça, à être dangereux. Fait que souvent, c'est des gens qui ont un problème judiciaire en plus. Donc, ils ont une double malchance et on a un hôpital sécuritaire qui nous permet de traiter ces gens-là. Donc, je travaille sur une unité de soins et je fais aussi des expertises en droit criminel puis en droit civil une journée par semaine. Florence, je suis curieuse de savoir, pour toi, pourquoi c'était aussi important d'avoir des consultants psychiatres pour t'accompagner dans l'écriture? Bien, parce que c'est important pour moi d'aller chercher une vérité, une sincérité. Puis, vous avez étudié combien de temps à peu près? Un psychiatre? C'est ça. C'est ça. 10, 11 ans. Ouais, c'est ça. Donc, 10, 11 ans d'études. Fois deux. Ici, aucune étude en psychiatrie. Donc, c'est sûr que je pouvais pas, ne serait-ce que pour maîtriser un certain langage médical, puis que le personnage principal se puisse, j'avais vraiment besoin de leur aide. Puis ils m'ont suivi tout au long de l'écriture, à chaque scénario, plusieurs versions des scénarios, tout ça sur leur temps libre. Donc, vraiment, il n'y a pas beaucoup de gens qui feraient ça. Je vous remercie encore énormément. Non, c'est un peu à nous de te remercier. Pour nous, c'était une expérience extraordinaire. C'est un milieu qu'on ne connaît pas vraiment. On a découvert plein de choses. C'était extrêmement intéressant de participer à tout ça, vraiment. Là. Oui, j'allais dire, on n'est pas du tout à plaindre. C'est vraiment plaisant. Moi, j'en reviens comme pas. Mais oui. Donc, une super belle collaboration, si j'en crois la gratitude. Oui, puis nous, on les pré-corrigeait ensemble. Puis là, on avait des débats. On avait des débats préalables. Oui. C'est vrai parce qu'ils n'étaient pas toujours d'accord. Ah, OK. Oui. C'était rare, mais des fois, il y avait des petites divergences dans certains cas. Honnêtement, on n'avait pas des tonnes de choses à corriger dans le sens, là, les personnages étaient tellement bien créés dès le départ. Tu sais, c'était cohérent. Ils se pouvaient, les personnages. Là. C'est plus les réflexions qu'on avait souvent, c'était plus en lien avec des aspects sécuritaires de Pinel ou les procédures ou des trucs comme ça. Là, mais les personnages. L'aspect légal aussi, quand même. Moi, je me rappelle que la scène du procès, je l'ai recommencé. Toi, tu l'as lu énormément, cette scène-là. Parce que, tu sais, le côté administratif de ces endroits-là, c'est quand même compliqué, puis c'est pesant, puis c'est lourd. Puis pour moi, c'était dur à comprendre des fois, mais de le vulgariser pour le public sans l'écarter complètement. Parce que je voulais que ça soit présent, parce que c'est quelque chose de complexe dans votre métier. Mais ouais, je pense que pour moi, ça a été ça qui a été le plus difficile à comprendre. En fait, notre apport, c'était surtout pour rendre des petits détails crédibles. Les détails de sécurité, comment on agit quand les patients sont dangereux, comment on s'y prend pour faire certaines choses, c'est quoi les règles à l'intérieur d'un hôpital. C'est des petits détails qui, on espère, vont rendre la série encore plus réelle et crédible. Mais oui, puis qui donnent de la vie, justement. Comment s'est passée votre rencontre, les approches entre vous pour que vous releviez? Je peux peut-être commencer, c'est assez amusant. J'ai reçu un coup de téléphone. Et là, tu m'as expliqué de quoi ça retournait, les personnages. Je trouvais ça super intéressant. Je dis oui, je veux faire partie de ça. Puis j'avais rajouté, mais ton personnage ressemble comme deux gouttes d'eau à une résidente que j'ai eue, qui vient de graduer, qui est psychiatre, qui commence en psychiatrie, à peu près le même âge, le même profil, les mêmes choses. Ça serait intéressant que vous soyez en contact. Fait que là, je t'avais donné le numéro de téléphone de Marie-Michel. Puis j'avais dit à Marie-Michel, j'ai quelqu'un qui va t'appeler là pour une série, là, parce qu'il y a un personnage qui pourrait te ressembler, puis je pense que ça peut être intéressant de faire ça. Puis je laisse ça comme ça. Et là,
Oui, oui. Et là, Marie-Michel qui débarque dans mon bureau. Oui, mais vous me dites pas ça. contente. Vous me dites ça sur un coin de table, il y a quelqu'un qui va t'appeler, écrire une affaire sur Pour un Pinel, ça te projet, dérange-tu? là. Je dis, ça me dérange pas, tu sais. Et là, elle débarque dans mon bureau, pas contente. Vous m'aviez pas dit. Je te laisse compter là-dessus. Mais non, mais j'étais pas contente, là. J'étais pas choquée. Je dis là, tu sais, quelqu'un va t'appeler. Il me dit, un petit sujet amené, Florence Lompré va te appeler. J'ai fait un saut au téléphone, j'ai eu la niaiseuse. Il me dit, ah, bonjour, c'est Florence Lompré. Je dis, y en a-tu deux, tu sais? Elle m'a dit, La Florence Lompré. Et là, moi, je savais que tu savais que j'allais t'appeler, fait que je comprenais pas. En tout cas, il y a eu vraiment une confusion au début de cette Parce année. que quoi, toi, tu pensais que c'était un, je pensais que c'était un projet de cégep, là. Quelqu'un qui m'appelle pour qui veut des informations générales sur la... J'ai aucune idée de ce qui se... Voilà. Petite surprise, mais en même temps, une surprise extrêmement rassurante parce que j'avais vu, j'écoute pas beaucoup la télé, ben, comme Dr Chamberlain, je pense, qui n'a pas jugé bon de mais j'ai pas de référence, mais m'entends-tu, c'est une série que j'avais écoutée puis que j'avais tellement aimée. C'est rare les séries là, qui représentent bien nos patients, en fait. Puis ça se voulait, tu sais, par rapport à des gens qui viennent d'une classe sociale un peu plus défavorisée, mais c'était tellement respectueux, on comprenait tellement bien les personnages qui étaient aimables et aimants, et on les aimait tellement, ça m'a instantanément rassurée sur le projet. Puis c'est comment pour vous de voir votre réalité, votre quotidien porté à l'écran comme ça? C'est un peu étrange. Ah oui? Oui, c'est un peu étrange parce qu'on ne s'attend pas à ça. Il y a toute une histoire aussi entre les personnages qui est intriquée à travers tout ça. Puis c'est une espèce de concentré aussi de nos patients. La télévision fait ça, j'imagine. Oui, là. ouais. Tout ça, Ça reste de la fiction, là. Oui. Mais tout ce qui est dans la série est possible et est réel et peut-être même déjà arrivé. Là, on se base sur des choses qu'on a vues pour le faire. Là, c'est tout à fait. Mais sauf que ça n'arrive pas aussi rapidement. Je ne sais pas comment dire. Ça peut s'étendre sur des périodes de temps. Que la télévision le concentre, ça rend ça intéressant. Puis on regarde ça avec un recul puis on se dit, bien oui, c'est dans le fond, c'est ça qu'on fait. Des fois, ça nous envoie un miroir de ce qu'on fait parce que quand on est dedans, on ne le voit pas. Puis ça nous dégage un peu. C'est bien vrai. C'est ça dur, qu'on fait. votre métier. Des fois, je vous le disais, puis vous étiez comme... Ben, c'est notre métier, mais moi, ça me troublait des fois, comment vous vous en rendiez pas compte. Ben, je pense que les deux... Ben, moi, j'adore mon travail, mais Dr Chamberlain aussi est Ouais, super vous êtes des passionné. passionnés. Oui, Ouais. puis c'est pour ça que... Ça aide, ouais. C'est pour ça que j'étais étudiante avec Dr Chamberlain. J'ai adoré comment... C'était plaisant de travailler avec lui. Là. Je veux dire, on aime ça. Puis, tu sais, on écoutait tantôt un extrait où c'est un premier contact avec Madame Moisan, puis qui est en colère, puis qui t'insulte, tout ça. Mais, tu sais, vous renvoyez la balle sur le ton de l'humour, tu sais. Je veux dire, c'est difficile d'une certaine façon, mais c'est tellement intéressant, puis on s'attache à nos patients. Puis dans la série aussi, de lire ça, c'était touchant pour nous parce que des fois, on reconnaissait certaines anecdotes qu'on avait pu dire qui étaient arrivées. Puis dans ma tête, c'était un peu comme un hommage à nos patients. Moi, quand je lisais ça, c'est ça qui me touchait, là. Mm-hmm. Puis Florence, c'était comment pour toi, cette incursion-là dans un univers qu'on n'a pas beaucoup vu à l'écran, là, celui d'un institut psychiatrique? Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce qui t'a touché, interpellé? Bien, d'où le titre de la série, c'est fou comment l'empathie arrive rapidement, puis ça m'a étonnée de moi-même. Okay. Parce que c'est quand même des gens qui ont commis des crimes graves. Mais on dirait que quand tu comprends les circonstances puis la maladie qui va avec ça, ben il y a beaucoup d'empathie qui arrive. Même si le système est vraiment pas parfait, on est privilégié quand même qu'il y ait ça, qu'il y ait des instituts comme ça qui n'envoient pas ces gens-là au cachot, à la mort ou pire, qui font des expériences. On en a vu de toutes sortes. Puis oui, je pense que c'est peut-être ça que vous m'avez transmis, cette espèce de... On traite le patient, puis on dirait que le crime, on l'oublie un petit peu, tu sais, pour traiter le patient. Sinon, on dirait que c'est impossible. Je me trompe-tu? Ou... Pas sans l'oublier, mais sans l'excuser, mais...
Exactement. Il y a beaucoup de patients qui ont fait des crimes, puis quand eux-mêmes reviennent dans la réalité, ils vont eux-mêmes se sentir coupables. Ils peuvent même avoir des idées suicidaires, ils peuvent même le regretter amèrement. Et des fois, même si ça interfère avec le traitement, ils ne veulent pas revenir dans la réalité parce qu'ils pressentent qu'ils vont réaliser ce qui est arrivé, puis c'est inacceptable pour eux. La réalité devient plus confrontante. Exactement. Finalement. Donc, ils peuvent rester dans leur délire un peu plus longtemps, justement, parce qu'ils ne sont pas confrontés à la réalité. J'ai vu beaucoup de patients sortir d'un délire et devenir extrêmement déprimés, justement, parce que j'ai fait ça à un proche, j'ai fait ça à quelqu'un que j'aimais, ça n'a pas de sens. Fait que des fois c'est touchant. Mais il y a de tout aussi. Des fois, on se rend compte qu'en traitant quelqu'un, en dessous, il y a vraiment une personnalité antisociale aussi. Oui, il y a un vrai méchant, là. Il y a ça aussi. On a déjà traité des gens qui étaient des meilleurs méchants une fois traités. Ah ouais, on a un peu de tout, effectivement. Et je pense que je réfléchis à ta question encore, mais il y a un patient que j'ai rencontré qui était passé par un institut psychiatrique qui me dit aussi, ça m'a vraiment, j'y repense vraiment souvent, qui me dit nos têtes, c'est nos maisons. Puis c'est une maison que tu traînes partout, tu sais, c'est chez toi. Puis quand chez toi, c'est le bordel, ben c'est vraiment, vraiment difficile à naviguer puis à vivre. Puis on dirait aussi que je me rends compte de la chance qu'on a quand on... Tu sais, c'est pas une ligne droite, la santé mentale, mais quand elle est là, faut la chérir puis l'apprécier parce que, ouais, c'est pas... c'est important, en fait. Oui. Je vous propose qu'on regarde Oh, un mon premier Dieu, extrait. oui. Ça y est, on est là. Coucou, c'est Mortimer. J'ai cru comprendre que ta voiture, c'était pas la grande forme. Tu veux un livre, Thomas? À plus. C'est une figure qui revient souvent. C'est des danseurs et des danseuses de ballet qu'on revoit à plusieurs moments clés dans la série. Florence, je serais curieuse de t'entendre. C'est quoi pour toi ce symbole-là de la ballerine? C'est comme deux idées qui se sont mixées. En fait, Dr Boulanger puis Dr Chamberlain me disaient souvent que la santé mentale, ben c'était pas une ligne droite, puis que c'était une question d'équilibre aussi, tu sais, avec une approche médicamenteuse ou psychologique ou les deux. Fait que je cherchais une image qui allait exprimer ça, pas en mots, mais de façon plus métaphorique. Puis poétique, j'ai envie de dire. Poétique, il y a quelque chose de très, très poétique dans ces ballerines-là habillées en noir qui surviennent. Bien, c'est ça que je me disais. J'étais comme comment exprimer l'équilibre puis le déséquilibre. Puis j'avais déjà travaillé avec des ballerines sur un show de théâtre quand j'étais très, très jeune. On dirait, puis je m'étais dit, c'est très cinématographique comme danse. Ça doit être beau à l'écran, mais je faisais pas de télé à l'époque. Fait qu'on dirait que j'ai repensé à ça. Puis là, pendant des mois, genre, j'ai cherché qu'est-ce qui pourrait justement comme nous faire vivre en mouvement l'équilibre, le déséquilibre. Puis, la ballerine est arrivée. Voilà. Puis, les premières pages d'empathie, c'était avec les ballerines. Ouais. Ben, moi, c'est la première fois que je le vois. Oui. Puis ce que j'aimerais ajouter... Non, dans le sens que... Non, ce que j'aimerais ajouter, c'est que ça ajoute toute une dimension en regardant ça, parce que on parle d'hallucination, mais ça reste très théorique. Nos patients entendent des voix, ou ils voient des choses. On parle de délire. Nos patients croient des choses qui ne sont pas dans la réalité. Ils se mettent à... c'est très théorique, mais pour nos patients, on a tendance à oublier que c'est des émotions qui vont avec ça. De voir quelque chose, d'entendre quelque chose qui les menace, de voir quelque chose qui leur fait peur... c'est pas l'hallucination, c'est le support, là, c'est ce que ça va leur faire vivre, si ça les amène jusqu'à commettre des... Exactement. Et comment traduire ça? On peut pas juste avoir quelqu'un qui dit j'entends ça ou je vois ça. Fait que ça prend une espèce de côté artistique qui va remettre de l'émotion dans ça pour traduire vraiment ce que nos patients peuvent vivre puis ce qu'ils nous font vivre. Puis c'est... J'allais dire, regardez comment ils sont bons. Il explique mieux que moi. Mais j'allais dire, j'aime tellement l'image de la ballerine parce que, tu sais, ça prend tellement de force pour être une ballerine, mais tellement de... C'est tellement grâce et de fragilité. Oui. C'est un peu ça, nos patients, tu sais.
c'est tellement la fragilité que d'être malade puis d'avouer ça, mais ça prend tellement de force pour être capable de revenir d'épisodes aussi symptomatiques qu'ils ont. Puis c'est beaucoup cette dualité-là, des trucs qui conflictuels l'une avec l'autre, mais la série est beaucoup dans ça, tu sais, c'est tragique, mais en même temps, c'est comique, tu sais. Puis les lignes sont brouillées un peu dans le sens, les patients sont malades, mais la psychiatre a des bourrofs aussi, là. C'est quoi la ligne entre on est un patient, on est un aidant, on est... Il y a beaucoup de nuances. Le personnage principal a elle-même des enjeux de santé mentale, ben un restant, là, tu sais. Ouais. Donc, c'est la preuve aussi que ça touche tout le monde à différents niveaux, là. Oui, absolument. On va y revenir sur le personnage de Suzanne, mais avant, j'aimerais ça que tu me dises pourquoi tu as eu envie d'entrer dans un institut psychiatrique, dans une série. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te plonger là-dedans? Bien, au début, ma première idée, pendant des mois, j'ai travaillé sur un scénario où mon personnage principal, c'était un psychopathe. Puis j'ai trouvé ça plate, puis à chier, parce qu'il n'y a pas d'émotion. C'est comme, on est là. Au bout de mes recherches, j'étais comme, ben, c'est donc ben plate de mettre ça comme... Puis là, j'étais comme... Ça a donné aussi qu'il y en a plein de true crime puis d'affaires qui sont sorties là-dessus. Puis on dirait que j'avais plus envie de mettre toute mon énergie puis mes histoires là-dessus, puis que ça devienne un personnage principal, puis comme je trouvais plus ça intéressant puis pertinent. Fait que mais j'ai trouvé comme le rentrer dans la tête de quelqu'un puis l'exprimer en images vraiment très, très, très intéressant. Fait qu'on dirait que c'est ça qui m'a fait bifurquer vers l'Institut psychiatrique. Puis vite, je suis entrée en contact avec... parce que je me suis rendu compte que j'avais pas le bagage nécessaire pour pouvoir bien l'écrire. Puis là, je me suis mis à rencontrer des patients. C'est ça, tu as rencontré des patients aussi, pas ben, juste pas des qui sont à experts. Pinel, par exemple. Ça, c'est pas encore... Ben, j'étais allée à Pinel, mais j'en ai pas rencontré qui étaient... j'en ai rencontré qui étaient passés par là. Puis j'ai rencontré plein de membres du personnel, puis j'étais allée sur les lieux aussi. Puis là, ça a foisonné, là, ouais. Oui, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à raconter en ces lieux-là. Je sais que vous êtes allés sur le plateau au moins une fois. C'était comment pour vous d'être des experts sur un plateau de télé? Comment ça s'est déroulé? En fait, on ne se sentait pas expert, en tout cas pour moi, là, du tout. Okay. Non, on découvrait un monde complet. Ouais. Là, okay. Le professionnalisme, le nombre de personnes impliquées, comment tout est... C'était une autre expertise, finalement. Oui, comment tout le monde est professionnel dans son domaine. C'est quasiment comme un mouvement d'horloge suisse, là, que tout tombe avant qu'une scène puisse commencer. Moi, j'ai trouvé ça très impressionnant, là, vraiment. Puis le perfectionnisme au point de reprendre une scène qui, moi, m'apparaissait bien correcte. Puis de la reprendre. Ah non, c'est vraiment, tout le monde, c'est vraiment des professionnels, puis c'est impressionnant. Oui, effectivement, là, je pense, moi, j'avais jamais pensé que ça prenait tant de travail, là. Tu sais, je pense qu'on est resté une après-midi, c'était peut-être 1 minute de scène. C'est incroyable, là. Les acteurs qui décrivaient comment ils ont fait leur rôle, puis on les voit aussi à la télé. Je trouve ça fascinant parce que ce matin, on a parlé beaucoup des psychoses, les hallucinations. C'est tellement pas des choses auxquelles on a accès, puis d'être capable de bien le rendre. J'ai vraiment beaucoup d'admiration. Oui, ils ont fait leur devoir pour essayer de rendre ça le plus sincère. Tu sais, c'est sûr que ça ne sera pas parfait, mais en tout cas, je pense qu'on sent l'intention derrière qui est très tendre. Puis comment vous avez travaillé selon vos expertises différentes pour réussir à créer des personnages qui étaient loin des stéréotypes, justement, puis d'aller plus chercher la vérité, puis la nuance, puis la vie, plutôt qu'il y ait des stéréotypes? Tout le crédit revient à Florence. Parce que quand les textes étaient écrits, les personnages étaient déjà bien campés. Puis une vision que nous, on ne pouvait pas avoir parce que ces personnages-là aussi interagissent à d'autres niveaux, tout ça. Fait que nous, c'était vraiment pour rendre les détails crédibles, vraiment le fonctionnement, tout ça. Mais les personnages étaient déjà bien créés, là. C'est juste de rendre ça un petit peu cohérent aussi. Quelqu'un qui a une maladie comme ça, le symptôme va s'exprimer plutôt de cette façon-là que d'une autre façon. Est-ce qu'il y a des exemples concrets d'interventions que vous avez fait?
Les premiers qui viennent à l'idée, c'est par exemple toutes les mesures sécuritaires. Quand un patient est dangereux, c'est toute une balance aussi. Là. On veut le mieux pour nos patients, mais tous les membres du personnel, c'est aussi des pères de famille. On ne veut pas qu'ils se fassent frapper, on ne veut pas qu'ils se fassent agresser. Fait que, c'est tout le temps un dilemme qu'on a constamment à Pinel. Jusqu'à quel point on met une mesure sécuritaire qu'on va imposer aux patients, mais qu'on a besoin de mettre parce qu'on veut protéger les autres patients, puis on veut protéger les gens qu'il faut qu'ils fassent leur travail. Fait que des fois, on est obligé de mettre des mesures sécuritaires qui ont l'air de l'extérieur un peu barbares, mais c'est parce qu'on ne les a pas mis avant, puis le patient a envoyé deux personnes en arrêt de travail. Là. Fait qu'on a beaucoup de pression du personnel pour être sécuritaire, et en même temps, on se met nous-mêmes de la pression pour traiter les patients le plus normalement possible. Fait que c'est cet équilibre-là. Par exemple, je ne sais pas moi, à un moment donné, je pense dans le scénario, la psychiatre rentrait directement dans la chambre. On se dit non, on ne fait pas ça. Là. La sécurité ne nous laissera pas faire ça. Là. On va parler de l'extérieur, on va regarder. C'est pour ça qu'on est toujours dans le cadre de porte. Oui. Sur le tournage, ils ont dû me trouver vraiment enchante parce que, tu sais, moi, j'avais tout ça en tête. J'étais comme, non, je peux pas rentrer. Puis si je rentre, il faut que je le demande. Vraiment drillé. Tu as développé une éthique de travail digne d'une psychiatre, en fait. C'est vrai, c'est la vraie vie. Quand vous rentrez dans une chambre, vous le demandez. Tout à fait. C'est on ça. le demande, puis vous évitez de le faire la plupart du temps. Oui, si. Puis on connaît nos patients aussi. Oui, il y en exact. a qu'on va moins hésiter. Est-ce que vous avez développé une espèce de troisième œil, de faire là... Ben, un peu, mais on est chanceux, on est vraiment bien entourés à Pinel. Les agents de sécurité, ils nous surveillent. Puis, tu sais, moi des fois, j'ai pas l'instinct de survie particulièrement développé. C'est vraiment pas rare. Ouais, mais on est chanceux. Puis je pense que Mortimer est un peu ça, des fois, dans la série, tu sais. Mais moi, je me fais souvent arrêter ou reculer discrètement ou attraper par le chandail. Des gens qui veulent que je survive, c'est super agréable. C'est gentil quand même. Oui, c'est rassurant. Eux ont développé ça au niveau de la sécurité, dans le sens ils sentent quand un patient va peut-être décompenser ou un truc comme ça. Nos agents de sécurité, en fait, sont tellement bien formés, tu sais. On pourrait penser qu'à Pinel, les agents de sécurité, c'est de la bataille. Puis c'est des intervenants aussi. Tout à fait. Là, j'ai vu leur dernier but, c'est de se battre. Ils veulent tout faire pour éviter qu'on se batte. Puis, je les vois avec les patients, ils les connaissent tellement bien, nos patients. Il y en a un qui aime les cartes de hockey. Ils vont dire « Hey, j'ai telle carte, veux-tu l'échanger quand ça brasse? » Pour comme amoindrir la crise, pour tout éviter avant de se battre. Là, fait on est vraiment chanceux à Pinel. Ouais. Puis l'autre chose que je voudrais rajouter aussi, c'est que la meilleure sécurité, c'est de connaître nos patients. Fait qu'effectivement, quand ils vont moins bien, c'est vraiment particulier à chaque patient. Là. On a des petits indices, il va moins bien, on fait plus attention. Le patient lui-même ne s'en rend pas compte. Puis des fois, il est même surpris. Vous entendez des voix, là. Pourquoi vous me demandez ça? Parce on le sent. Fait que plus on va connaître nos patients, plus on sait c'est quoi le mécanisme quand ils vont moins bien, plus on peut faire de prévention à ce moment-là. Ça, on le voit dans la série aussi. Quand ils font des rencontres d'équipe, il y en a une ou un autre qui va dire « Ah, j'ai remarqué tel trait physique sur cette patiente-là. Je pense que ça veut dire tel truc. » Fait que finalement, vous devez être allumé tout le temps. Patient, de ce que j'ai compris. Pour pas voler les mots à Suzanne, parce que Suzanne dit ça dans la série. Mais c'est vraiment vrai. Vous avez besoin de chaque paire de yeux pour... Puis c'est vraiment un milieu thérapie. On voit les patients interagir avec les autres patients, avec les membres du personnel. Et c'est là qu'on peut rapidement identifier les choses, amener des correctifs. C'est une espèce de milieu de vie qu'on a dans cette grande salle-là qui est très, très instructif. Puis sur les unités à Pinel, on est gâtés, on a des éducateurs, on a des infirmières qui font ça tout le temps. Là, ils deviennent super bonnes. Des fois, je dis « Ah, je peux-tu rencontrer telle personne dans mon bureau? » Ils me disent « Non, ça va se passer avec de la sécurité. » Ah, super, tu sais, ils voient bien comment ça va. Puis, mais c'est ça aussi un autre truc que j'apprécie du fait qu'il y a une série sur Pinel, ou en fait quelque chose qui ressemble beaucoup à Pinel. Là. Sur la santé mentale plus largement aussi. Exact. En fait, c'est que de l'extérieur, ça fait tellement peur, Pinel, puis personne ne peut entrer. Vraiment, c'est hermétique, ça sonne épeurant. Ça sonne maison des fous, alors que c'est tellement pas ça. Ouais. Puis là, j'ai l'impression que ça se transmet super bien dans la série, puis que les gens vont capter. Le personnel qui travaille à Pinel, ils veulent vraiment aider les patients. Là. Ils veulent leur bien. Ils font tellement tout pour les aider. Là. On a des intervenants qui créent des activités de ski de fond, qui partent à vélo avec nos patients. C'est incroyable, là, tout ce qu'ils mettent sur pied pour aider les gens. Les activités. De l'extérieur, ça sonne épeurant, de la violence, puis tout ça, mais il y a beaucoup de beau là, une fois qu'on entre à Pinel. Puis ça, le réalisateur, il a vraiment travaillé ça avec empathie, parce qu'on voulait que, étrangement,
Ben, un peu comme à Pinel, tu sais, c'est très vitré, il y a plein de plantes, il y a, tu sais, comme c'est pas ce à quoi on s'attend. Puis dans la série, on a essayé de travailler ça, c'est très lumineux. Des fois, à travers les chambres des patients, il y a des couchers de soleil, tu sais, comme la lumière passe. C'est pas l'endroit sombre, camisole de force. Bon, c'est des vieux stéréotypes, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas loin encore. Puis, étrangement, comme Suzanne sort d'une dépression, ben c'est sa vie à elle qui est plus sombre. Dans la série, au début, il pleut beaucoup. Il fait souvent sombre, alors qu'à l'Institut, c'est très... Fait qu'il y a ce parallèle-là que je trouve intéressant, qu'ils ont vraiment travaillé. Je prends la balle au bon. Florence, tu parles de ton personnage, Suzanne, qui vit elle-même une dépression. Pourquoi est-ce que tu as décidé de mettre ce personnage-là en scène à travers un problème de santé mentale elle-même? Ben, il y a deux idées encore là qui se sont un peu mises ensemble, dans le sens où je trouvais ça intéressant que ça soit une psychiatre qui éprouve encore quelques relents de dépression. Cela dit, quand la série commence, elle est en train de s'en sortir. Ouais. Et pas parce que là, ça serait impossible de continuer à travailler avec... parce qu'elle a vécu quelque chose de très traumatisant. Donc, il y avait ça. Puis, personnellement, il y a des années, j'en ai déjà fait une dépression assez grave. Je souhaite pas ça à personne. C'est vraiment difficile. Puis, dans un souper avec des amis, on s'est rendu compte qu'on avait toutes fait une. Puis, on parlait de ça. Puis, ça a été une discussion vraiment lumineuse parce qu'on s'est mis à parler des premiers moments où tu te ressens bien à nouveau. Puis là, il y a un de mes amis qui disait « Moi, une journée, c'est arrivé tout d'un coup pendant 5 minutes, c'est comme parti. » Parce que la dépression, en tout cas, moi, comment je l'ai vécue, c'est comme si c'est dans un endroit très, très sombre. Ça te suit partout, je te bats, c'est dans ta tête. Puis c'est très convaincant, puis on dirait que ça te convainc que ça va être comme ça tout le temps. Fait que c'est ça qui était peurant, puis qu'à long terme, c'est très, très souffrant parce que c'est comme dans un endroit où il n'y a plus d'espoir, puis on dirait que tu penses que ça va être ça pour toujours, genre. Fait que les moments où tu sors de cet endroit-là, de ce nuage noir, merci, c'est très précieux, puis c'est comme un élan de vie. C'est vraiment chouette à vivre, c'est drôle à dire, mais ça fait vraiment du bien. Puis on s'est mis à parler de ça, puis finalement, on a parlé avec ces amis-là pendant toute la soirée, puis là, chacun se racontait « Ah, moi, une année, ça a duré 3 jours », puis là, j'étais comme « Wouah! Vive la vie! » Puis je trouvais ça intéressant, je trouvais que ça n'avait pas été beaucoup abordé, la renaissance après la dépression. Puis je trouvais ça fun de mettre un personnage, un protagoniste qui vit ça, qui émerge, parce que même s'il y a encore des moments très, très sombres, puis on retourne dans son passé aussi, ces moments de joie où quand tu remords dans la vie, c'est aussi quétaine que ma dernière phrase. C'est tellement cinématographique puis intéressant puis riche. Fait que ça m'a beaucoup nourri. Là. J'ai pas eu beaucoup de difficultés à écrire là-dessus, je vous dirais, pour l'avoir moi-même vécu. Première réflexion, moi, l'image que j'ai souvent, c'est des verres fumés. Oui, Parce que les verres fumés, à un moment donné, on oublie qu'on les a, puis on a l'impression que la vie est comme ça, puis que ça va toujours être comme ça, puis que ça peut pas être autrement. Ça, c'est terrible. Puis nos yeux se sont habitués. Nos yeux se sont habitués, on les sent plus. La vie est comme ça, puis c'est difficile d'expliquer à quelqu'un, ça va être autrement, ça va être... les gens, ils ne croient pas. Puis surtout quand c'est ta première fois, puis tu sais, comme... Puis c'est presque délirant, parce qu'ils disent, non, la vie est comme ça, puis là, on focus sur ce qui est négatif, on voit toute la misère dans le monde, on voit... Je dis, oui, mais il y a quelque chose à côté de ça, mais ça n'enlèvera pas ça, mais je ne suis pas délirant, c'est la réalité. Oui, c'est vrai que c'est la réalité, mais il y a d'autres choses à côté qu'on n'est plus capable d'apprécier. Là, c'est vraiment comme des verres fumés qu'on s'est habitué de porter, puis on pense que ça va toujours être comme ça. Par contre, c'est pas tout le monde qui a ces épisodes-là là, de bouffer. Souvent, ça revient graduellement, puis tellement graduellement que les gens s'en rendent presque pas compte. Puis, typiquement, dans une progression, quand on revient d'une dépression, le sommeil va revenir, l'appétit va revenir. Puis la dernière chose à revenir, c'est le moral, c'est le sentiment d'être bien. Ouais. Fait que des fois, les gens vont se faire dire « Ah, t'as l'air mieux », mais ils se sentent pas mieux, c'est quasiment insultant. Par contre, effectivement, des fois, il y en a des bouffées comme ça. Là, oui. Puis même des fois, une chance, parce que... Puis des fois, c'est les proches qui vont nous dire, ils vont dire « J'ai retrouvé ma femme pendant une demi-journée. Puis, y a-tu moyen d'étendre la période? » Reste là! On peut prolonger un peu. C'est ça. Fait que les proches aussi le remarquent, c'est pas juste la personne elle-même qui en souffre. Oui. Mais tu sais, on parlait plutôt là, de pourquoi c'est important qu'on parle de santé mentale. Mais c'est vrai, tu t'en parles, tu étais à un souper avec des gens que tu connais.
tout le monde découvre que ça leur est déjà arrivé, tu sais. Mais si les gens étaient plus à l'aise de parler de choses comme ça, déjà juste sur l'espoir, parce que c'est vrai que quand on est pris dans cet état-là, c'est comme, OK, là, je suis brisée, il n'y a plus de fin, et je ne sortirai jamais de ça, et donc, à quoi bon vivre, tu sais? Oui. Mais quand il y a quelqu'un qui est passé par là, d'où l'intérêt des patients partenaires aussi, là, dont on parlait tantôt, mais quand il y a quelqu'un qui dit, hey, ça, je le sais c'est quoi, j'ai été là-dedans, puis ça finit à un moment donné. Je te le dis. Oui, c'est ça. Oui. Puis l'autre chose, moi, qui me frappait en repensant au personnage, c'est à quel point on est tout seul avec ça. Ouais. On n'ose pas en parler. Faut quasiment que quelqu'un de l'extérieur le devine, vienne nous l'arracher, nous en parle. On peut avoir des flashbacks de différentes affaires, se sentir coupable pour des choses, se sentir mal. Beaucoup de honte, puis on est vraiment tout seul avec ça. Fait que ton expérience où tu peux en parler avec des amis, c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir faire ça. Puis c'est difficile d'aller chercher les gens pour qu'ils nous en parlent. Moi, mes amis, c'est des saltimbanques. Mais j'avoue que c'est encore très tabou. Puis j'en parlerai. Mais moi qui est très ouverte par rapport à ça, il y a des gens avec qui je me sentirais pas à l'aise d'en parler. Il faut qu'il y ait comme une espèce d'espace émotif pour que tu puisses être bien reçu aussi, parce que parler de ça, puis se fermer la porte, ça fait encore plus mal. Puis des fois, c'est pas le conjoint qui est le mieux placé, parce que des fois, on ressent plus de plaisir à faire les choses, il est inquiet, puis on peut pas dire, ben j'ai plus de plaisir dans la vie, j'ai plus de... Fait il va se sentir coupable, il va se mettre ça sur le dos. C'est confrontant. Fait que c'est pas toujours les plus proches qui sont les mieux placés, là. Il y a une spécificité dans la dépression de Suzanne, c'est que c'est une dépression qui est liée à un deuil. Oui. Est-ce que une dépression qui est liée à un deuil, c'est différent d'une dépression entre très gros guillemets normale? Oui. OK. Quand c'est rendu à être une dépression, il n'y en a plus de différence. Non. OK. On est rendu que c'est une dépression, on a les critères d'une dépression, on va le traiter comme une dépression. Ce qui est difficile, c'est de faire la différence entre un deuil normal et une dépression. OK. Il y a des gens qui sont comme plus habitués à être tristes. C'est important d'être triste, c'est important d'être capable d'être triste. C'est la dernière étape d'un deuil, puis quand on est capable d'être triste, on va passer à travers. Si on bloque sur une étape avant, si on bloque sur la colère, si on bloque sur d'autres choses, on ne sera pas capable de venir à bout puis de faire le deuil, et c'est là qu'on est à risque de faire une dépression. Donc, il y a une certaine tristesse qui est normale, qui est même saine, qu'il faut surtout pas empêcher. J'ai un de mes vieux patrons qui disait, on ne peut pas faire l'économie d'une tristesse. Si on a une tristesse à vivre, si on la refoule, elle va travailler tant qu'on ne sera pas capable de l'accepter puis de l'assumer. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas tout traiter. Il y a des gens, dès qu'ils sont tristes, ils voudraient un traitement. Dès qu'ils sont un peu anxieux, ils voudraient un traitement. Il y a un processus normal qui doit se faire. C'est comme... C'est vivre. Se casse une jambe, ça fait mal. Là, on a beau faire ce qu'il y a un bout, ça va faire mal. Oui, on dit souvent que ces émotions-là, il faut les accueillir. Absolument. Quand est-ce que ça devient une dépression? Ça devient une dépression quand la personne se culpabilise. Parce que normalement, dans un deuil, on a de la peine, mais on ne se culpabilise pas. Quand on devient trop irritable, quand ça va toucher plus le somatique, on va avoir des problèmes de sommeil, on va moins bien manger, on va... consommation aussi excessive. Consommation excessive pour essayer de... s'engourdir. Absolument. Là, on glisse vers une dépression, puis une fois qu'on est dedans, mais ça va se traiter comme une dépression. C'est vrai que de plus en plus, j'ai l'impression que c'est de moins en moins toléré là, d'avoir de la peine, le message qu'on se fait envoyer, là, juste avec les réformes, il ne faut pas que personne échoue, il ne faut pas que personne ait de la peine, il ne faut pas que personne se sente... C'est correct là, de ne pas bien se sentir. C'est vrai qu'il faut ça pour passer à d'autres choses, puis ça prend ça. Je veux dire, si on ne le dit pas aux gens qu'on ne file pas, personne ne va nous aider, là, personne ne va nous tendre une perche. Ça me fait penser, j'ai lu souvent des trucs sur la hiérarchie des émotions. On a l'impression que la colère puis la tristesse, c'est des émotions qui sont négatives, donc il faut les fuir, il faut vouloir les éliminer. Est-ce qu'il y a un danger à faire ça? Oui, effectivement. Moi, je me souviens des premiers cours de thérapie cognitive, les émotions dysfonctionnelles, on rentrait la tristesse dans ça. C'est sûr que la culpabilité, ça ne sert à rien. La colère, ça ne sert à rien non plus. La tristesse, je serais moins d'accord. Il y a une tristesse qui est normale, puis c'est important de l'avoir. Puis je me répète, si on ne l'a pas, on ne passera jamais à travers. Et c'est pas pour rien que c'est la dernière étape d'un deuil. Puis si on est capable de la vivre, cette tristesse-là, on a un mécanisme dans nous qui fait qu'on va passer à travers. Ce qui n'est pas le cas de la colère. La colère, on la défoule, on fait du trouble en la défoulant, puis là, c'est une espèce de pour moi, la colère, c'est comme un ramassis de plein d'émotions aussi. En tout cas, quand j'ajoute, je suis jamais juste capable de jouer la colère. T'sais, pour moi, quand il y a de la colère, il y a de la peur qui va là-dedans, il y a de la tristesse, ça sort en colère. Mais il y a plusieurs émotions, en tout cas pour moi, là-dedans. Mais ce qu'on voit souvent, c'est de la colère pour ne pas être triste. Oui, c'est ça. Ça, on le voit souvent. C'est comme un bouclier. Oui, puis effectivement, ça mobilise, c'est moins souffrant, on a l'impression que si on est triste, on va s'effondrer.
Mais il faut être capable de passer ça pour aller chercher cette tristesse en arrière si on veut venir à bout du deuil qu'on va faire. Puis Florence, toi, comme interprète, comment ça s'est passé de la jouer, cette tristesse, cette dépression, finalement? Mais comme je l'avais vécu, tu sais, j'avais quand même des trucs... T'avais des repères. Oui, exact. Ouais. Puis sinon, ben, pour faire du millage sur ce que vous venez de dire, ben, j'avais l'impression aussi que dans la tristesse de Suzanne, puis ça arrive souvent dans des séparations où là, c'était un deuil, mais il y avait une grosse blessure d'abandon aussi qui ressortait en même temps que ça. Fait que dans la série, tu le vois, elle découvre qu'elle a vraiment des choses à régler avec sa mère aussi. Une espèce d'abandon, de froideur qu'elle a senti chez sa mère, qui n'était pas ça, mais ils ont à s'expliquer pour que son deuil soit... Pas son deuil, mais sa renaissance soit complète, si je veux dire. Puis là, je vous parle un peu de l'écriture, mais c'est comme ça que je jouais aussi, tu sais, dans mon espèce de gradation d'humeur à travers les épisodes. Tant qu'avec sa mère, c'était pas réglé, pour moi, Suzanne n'était pas complètement bien rétablie. Puis on la laisse, on termine la saison avec une Suzanne qui est plus solide, mais pour moi, c'est important aussi que ça soit pas genre tout est beau, puis tout, tu sais, ça laisse des traces quand même aussi, puis c'est que ça demande du temps, ces affaires-là. Oui. C'est ça qui est... Donc, c'est comme ça que je l'ai abordé. Oui. Puis on revient à la notion de culpabilité aussi. Vous disiez que quand le deuil est fortement accompagné d'une culpabilité, c'est plus difficile. Suzanne est en plein là-dedans. Elle le nomme même très, très clairement qu'elle ressent une culpabilité. Oui. Ça a joué quel rôle, ça? Bien, c'était un personnage tricky parce que, comme un psychiatre, elle est vraiment capable de nommer les choses, puis ce qui lui arrive. Mais au niveau de le ressentir puis de se guérir, bien, il y a énormément d'ego qui rentre en chemin puis de honte. Fait que ça, c'était dur à jouer, je dois dire. Puis c'était complexe chez ce personnage-là. Cordonnier mal chaussé, quoi. Oui, exact. Puis en plus, il y a un problème de consommation qui rentre là-dedans. Donc, juste pour elle, elle veut pas aller voir un psychiatre, elle veut pas aller voir un psychologue parce qu'elle est elle-même, il y a une gêne, il y a une honte. C'était comme intéressant à jouer, mais complexe. Fait qu'il y a des moments où elle est très dans l'ego, puis dans le bouclier, justement, dans la consommation. Puis il y a des moments où elle se laisse atteindre, elle prend le temps de vivre ce qui lui arrive, puis elle va chercher de l'aide aussi. Elle en refuse aussi. Elle en refuse aussi. Voilà, ça joue entre les deux. Oui. Puis, par rapport à la consommation, je me retourne vers vous. Est-ce que c'est commun que les gens se réfugient dans la consommation lorsqu'ils vivent une dépression, un deuil ou une tristesse, justement, qui déborde? Oui, hein? Mais oui, on le voit souvent. Là, tu sais, la consommation, ça tombe pas dans un ciel clair. En général, il y a quelque chose qui explique ça. Là. Les gens vont aller vers la consommation parce qu'ils ont quelque chose, qu'ils ont eu de la difficulté à traverser, soit de l'anxiété, la dépression, on en parlait tantôt un peu. Là. Fait que oui, tout à fait, on voit ça souvent. Puis là, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux parce qu'on a l'impression que ça aide. Puis sur le coup, ça aide. C'est traître, là, l'alcool. Tout le monde sait que sur le coup, ça va diminuer l'anxiété. On va se sentir bien. Mais à long terme, puis les patients nous croient pas souvent là, quand on le dit, mais ça rend plus anxieux, ça rend plus déprimé, c'est un dépresseur, tu sais. Puis là, s'ensuit une spirale de... On consomme beaucoup, les gens autour de nous, ça se peut que ça en repousse quelques-uns, on est de plus en plus seuls. Là, on a honte, en plus de pas bien se sentir, on a honte de consommer, on est encore plus tout seul, on se sent encore moins bien, on a encore plus envie de consommer. Puis là, ça devient difficile de sortir de ça, là. Je propose qu'on écoute le prochain extrait. Ce serait bien que ça marche, parce que là... pas agréable pour lui. Puis c'est pas agréable pour nous autres non plus, là. Hey, hier matin, le griot tout séché dans le poêle de poche. Essaye de décoller ça, toi, chose, là. Hey, c'est pas drôle, là. Non, c'est sûr que c'est pas le fun du griot collé d'un culotte. Non, pas juste d'un culotte. Dans le poêle de poche. Oui. Il y a un griot, petit fruit, là. Bien collé, là. En moton, j'ai compris, Hélène. Dedans le poêle, avec un petit peu de chocolat fondu. Jusqu'à dedans, dessous des chenolles. Puis là, tire là-dessus, poigné dans le poêle. Non, mais griot meurtre! Oui. Il avait mal. Oui. On va passer à Madame Moiseau. Excusez-moi.
Non, mais je ris, mais c'est pas drôle du tout. Florence, pourquoi c'était important pour toi d'insuffler une certaine dose d'humour dans cette série-là? Ben parce que j'imagine, de ce que vous m'avez décrit aussi, ben là, ça c'est un gros exemple. Puis ça c'est lié aussi à l'état de Suzanne, là, qui revit aussi. Là, ça sort un peu tout croche. Fait qu'elle a un gros fourré. C'est un peu mal calibré son affaire pendant un bout. Puis après, elle pleure. Mais reste que... Puis pour avoir travaillé aussi en centre hospitalier, des fois, il y a des moments très absurdes, là, tu sais, comme où il y a un patient, là, justement, dans l'empathie, qui se met plein d'affaires dans les culottes. Puis là, il faut essayer de traiter ça. Puis il y a des moments où c'est vraiment drôle, puis c'est pas qu'on rit des patients, mais je veux dire, le personnel, c'est pas des robots non plus. Fait que, tu sais, comme, ça arrive des fois aussi qu'il y a des trucs drôles qui se passent, puis que c'est dur de pas rire. En tout cas, je m'imaginais que ça doit être difficile. Puis en aucun cas, pardon, je ris de la maladie des gens ou des gens qui sont là, mais reste des trucs très absurdes. Fait que j'avais le goût de dépeindre aussi ce côté-là, oui. Comment vous recevez une scène comme ça? C'est parce que non, mais c'est parce que je me souviens qu'au début, tu nous avais dit, tu sais, je veux juste vous aviser, il y a de l'humour, mais comme on dirait que tu n'étais pas sûre. Ouais. C'est-tu correct? On avait dit, mais j'espère donc qu'il va y avoir de l'humour. Tu sais, même nous, on ne peut pas être toujours dans le drame. Ça serait bien trop lourd, puis à un moment donné, on n'arriverait plus à aider nos patients. Puis tu sais, là, c'est un moment de la série, puis comme tu dis, là, elle revit, puis elle sent bien pour une fois, mais tu sais, il faut voir au long cours, là, je veux dire, quand on lit moi je l'ai lu, mais on le voit bien, là, elle fait tout sauf rire des patients. Oui, là, cette psychiatre-là, elle se donne tellement pour ses patients. On voit qu'elle veut leur bien. C'est juste ça se peut qu'il arrive des choses de comiques dans la vie. Puis même avec Mme Moisan dans le camion, tu sais, elle fait de l'humour, je veux dire. Oui. Mais ça dédramatise. Avec le T-shirt, les deux. Puis Suzanne Mortimer arrive avec des T-shirts, avec des jeux de mots de chat super quétaines. Mais c'est parce qu'ils savent qu'elle aime les animaux. Fait même avec ses patients, elle ose un peu d'humour, puis c'est réciproque. Fait qu'elle voit qu'elle peut se permettre ça parce qu'eux aussi la relancent dans l'humour, mais ça fait un lien normalisant pour eux aussi, là, je veux dire. Est-ce que vous utilisez l'humour des fois dans... Souvent, parce que c'est important que ça soit là, parce qu'on rit souvent. Les patients peuvent être très drôles. Oui, c'est vrai. Les patients peuvent être très drôles, puis des fois, on part à rire, puis ils savent qu'on rit pas d'eux, puis des fois, ils vont nous demander pourquoi vous riez, mais ce que vous venez de dire, ça n'a pas de sens. Ça leur prend un peu de reflet de la réalité aussi. On ne fera pas comme si de rien n'était. Là. Écoutez, là, ça n'a pas de bon sens ce que vous venez de dire. C'est vrai que c'est drôle, pensez-y. Là. Puis ils peuvent rire avec nous. Ils vont être, il y a des patients qui le comprennent aussi, puis qui vont en rajouter. Il y a des patients qui sont même bouffons un peu, puis qui aiment ça nous faire rire. Puis quand on rediscute des patients, souvent on trouve les scènes sont cocasses, sont drôles. Puis j'en disais, plus il y a de tension, s'il est arrivé un événement grave, justement, plus ça va porter à ce qu'on rit pour détendre l'atmosphère, puis on peut rire plus facilement. Fait qu'il ne faut pas penser qu'on ne rit pas. Là. Des fois, je suis dans mon bureau, puis j'entends le personnel parler, là, puis c'est tout le temps des éclats de rire, puis souvent avec les patients aussi. Là. Fait que oui, ça peut dédramatise. L'important, c'est de ne pas rire d'un patient. On ne rit pas d'un handicap, on ne rit pas de la malchance, on rit du côté absurde, on rit avec le patient, mais c'est sûr qu'on rit souvent aussi. Là. Sur le plan des défis que vous pouvez ressentir en tant que professionnel de la santé mentale, est-ce que vous avez développé des trucs ou des stratégies pour rester bien dans votre quotidien? Bonne question! L'humour, j'imagine que c'est une des stratégies. On a chacun nos stratégies, mais historiquement, c'était obligatoire de faire comme une thérapie là, quand on était en psychiatrie. Maintenant, ça ne l'est plus, mais il y a beaucoup de gens en psychiatrie qui le font quand même. Puis c'est très aidant, là. Mais au quotidien, oui, l'humour, tout ça, moi, j'ai la chance, je suis dans la même unité que Dr Chamberlain, ça a été mon mentor. Fait que, c'est rassurant aussi de savoir que quand on ne sait pas ce qu'on fait, des fois, on ne sait pas là, ce qu'il faut faire. D'avoir des ressources à Pinel, on est chanceux. Là, il y a vraiment de la collégialité. Mais de ne pas rester pris. C'est la même chose que quand on ne se sent pas bien. Je veux dire, de ne pas rester pris avec son problème. Il y a plein de gens, je peux débarquer dans leur bureau, essayer d'avoir de l'aide. Comment je règle ça? Juste de se confier, de parler d'un cas. Tout à fait, parce que des fois, il y a des... Tu sais, d'ailleurs, il y a un patient qui est un peu plus psychopathe dans la série.
quand on est dans ces dynamiques-là, des fois, c'est difficile de ne pas s'en rendre compte. Là, ça prend un collègue à aller voir puis dire « Hey, il se passe quelque chose, c'est bizarre. » Raconter ce qui se passe puis se faire dire « Hey, là, je pense que tu es en train de te faire avoir dans quelque chose. » Quelqu'un de l'extérieur qui est capable de nous refléter un peu ce qui se passe, ça aide beaucoup, là, je dirais. Dire que des stratégies officielles, peut-être pas, mais je dirais qu'on a le même problème que tout le monde. Ouais. Quand on est débordé, la première chose qu'on coupe, c'est le temps pour aller s'entraîner, c'est le temps avec des amis, c'est le temps de... moi, bien manger. C'est ça, le mettre dans notre horaire, là, qu'on va aller s'entraîner, le mettre dans notre horaire, qu'on va aller parler à quelqu'un, parce que si c'est pas dans l'horaire, c'est la première chose qui va tomber, puis là, à un moment donné, on se fait déborder, puis on s'en rend pas compte. Fait qu'il n'y a pas de stratégie officielle, mais effectivement, là, juste s'accrocher les pieds, parler avec quelqu'un de choses et d'autres. J'osais pas dire il faut se garder du temps pour les loisirs. Je me sentais trop fausse de dire ça parce que moi-même, j'ai de la difficulté. Ouais, j'ai pas l'impression cette stratégie. C'est dur pour tout le monde. Mais c'est vrai, par exemple. Mais même dans la série, à un moment donné, le personnage d'Adrien, qui est un des collègues de Suzanne, il craque. Ouais. Il pleure, il se sent manifestement pas bien du tout. Puis Suzanne, qui est sa patronne, lui dit... Tu sais qu'il y a des ressources pour t'aider. Donc, c'est quand même abordé dans la série le bien-être aussi des professionnels de la santé mentale. J'ai trouvé ça super d'avoir accès à cette vulnérabilité-là des employés aussi, là. Bien, j'imagine que ça doit arriver aussi des fois que tu tombes de l'autre côté puis que c'est pesant, travailler là, ou peu importe ce que tu fais, là, dans quel domaine. Puis si tu es dans un moment peut-être fragile aussi de ta vie, tu sais que ça peut peser. Oui, effectivement. Puis on a tendance à se mettre ça sur le dos. Ben c'est moi qui est fatigué, demain ça va aller mieux. Si j'avais pas procrastiné. Quand on commence à procrastiner, c'est pas pour rien non plus. Là. C'est parce qu'on n'est plus capable. C'est notre cerveau qui nous dit t'avances plus. Là. Au niveau physique, les gens comprennent bien. On est fatigué, on va pas s'entraîner, mais au niveau quand c'est un effort mental, on dirait qu'on le voit moins. Là. Fait que si on commence à trop procrastiner, là, on est mieux de prendre une pause, même si on a l'impression que ça va nous retarder. Au total, on va gagner du temps. Ça s'installe de façon tellement insidieuse. On le voit pas aller. Des fois, j'ai l'impression, je me dis, mais je suis pas dans le coma, je suis capable de le faire là, quand même. Puis le côté insidieux, en tout cas pour moi, là, comment ça se manifeste plus, c'est quand des fois on accepte de travailler sur des gros dossiers où on a beaucoup de documentation avec des photos, des vidéos de délits quand même importants, tu sais. On est là-dedans. Des fois, je peux passer on peut passer notre fin de semaine là-dessus. À regarder ça. Puis là, après quelques fins de semaine, on se dit, y a-tu des bons humains? C'est ça. On s'attrape à avoir des réflexions complètement loufoques, tu sais, mais là, on se dit, OK, là. Mais ça s'installe de façon tellement insidieuse qu'on s'en rend pas compte. À plusieurs reprises, ça a été mentionné que la santé mentale, c'est pas un parcours qui est linéaire. Il y a un extrait de la série qui est porté par le personnage de Mortimer qui m'a vraiment beaucoup touchée. Je propose qu'on le regarde puis on s'en reparle. Ils ont le droit de manger dans les corridors? Pas vraiment. Et dans le but de faire des avancées avec ces deux patients, on laisse aller. Quel genre d'avancée on peut faire en mangeant de la soupe? Ici, c'est une petite victoire, ça. C'est petit à petit. Et souvent, il faut même tout recommencer. Quand les patients décompensent ou consomment. Mais des fois, quand on est patient, il y a des petits miracles. Des petits miracles qui sont même des putains de gros miracles. Monsieur Coscol est ici depuis plus de 16 ans. 16 ans. Il n'était jamais sorti de sa chambre par lui-même. Et aujourd'hui, il commence à le faire. Pour aller manger de la soupe. Ça prend des gens pour y croire. Des gens qui voient au-delà de la maladie. C'est pas juste une histoire de soupe. C'est pas juste une histoire de soupe. Ah, j'aime ça. Je pensais jamais être aussi émue par une phrase aussi triviale. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce qu'on vient de voir là? Je sais qu'il n'a pas le droit de manger de la soupe dans le corridor. Mais c'est pour faire une avancée avec le patient. C'est correct. Très bonne élève, Florence Lompré. À plus. Puis ça représente vraiment notre quotidien. Tu sais, les victoires, il faut les voir dans les choses plus petites. Ça me rappelle un autre de mes patients qui n'était pas sorti de sa chambre pendant longtemps. Le jour où il est allé dehors pour la première fois, là, oh mon Dieu. J'étais en vacances. Un de mes patients qui a fait ça, ça arrive de temps en temps, mais j'étais en vacances. La coordinatrice de l'unité m'a appelée. J'ai pris mon téléphone, elle a crié «
est sorti dehors! Wow! Puis, tu sais, elle avait pas besoin de rien dire d'autre, là. Je savais exactement de qui elle parlait. J'en revenais pas. Puis, je dis, comment? Mais là, c'était la fête, là, sur l'unité. Je veux dire, ça peut tellement avoir l'air de rien. C'est ça qui est gratifiant, en fait. Ça a fait, j'ai même pas la journée, la semaine, le mois de tout le monde qui travaille sur l'unité, là. Ça représente vraiment bien notre quotidien, je trouve. Puis l'autre chose, c'est la soupe. Pour lui, c'est la soupe qui était significative. Puis souvent, il faut travailler longtemps avant de savoir c'est quoi qui va être significatif pour un patient. Un patient, ça va être une bande dessinée. Il est dans sa chambre, il ne veut pas de télévision, il ne veut rien savoir. Puis tout d'un coup, on lui donne une bande dessinée, puis il y a ça l'allume. Ça l'allume, puis il y a une suite, puis tout ça. Fait qu'on ne le sait pas, mais les patients peuvent investir des fois des choses de façon importante. Là, c'est une soupe, c'est un bel exemple. Oui. Puis c'est des choses qui, pour nous, c'est banal, mais pour lui, c'est énorme. Oui. Bien, c'est son premier contact avec le monde extérieur, puis avec quelqu'un d'autre. Il y a 2 patients qui sont aussi reconnectés par la soupe. C'est bien sûr, là, mais... Hein? Comme une crème de poireau, qu'est-ce que ça peut faire? Exact. Oui, parce qu'on parlait des petits indices pour reconnaître des patients qui vont moins bien, mais j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup d'indices pour reconnaître des patients qui vont mieux aussi. Absolument. Absolument. Ça peut être un patient qui a toujours été austère, sévère, qui veut avoir l'air méchant pour noyer le monde autour. Puis là, on surprend un petit sourire en coin parce qu'il vient de voir quelque chose de cocasse sur l'unité. Ça fait toute la différence. On sait qu'il n'est plus où il était du tout, puis c'est un détail. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais on a un médicament qui s'appelle la clozapine. Là, c'est le meilleur antipsychotique. Puis, oui, on en parle dans la série. Des fois, il y a des patients qui vont pas bien depuis hyper longtemps, puis on est habitué de les connaître. C'est comme des patients un peu bourrus, là, fermés. Puis, on commence la médication. Puis moi, ça m'est arrivé quelques fois, j'arrive sur l'unité, puis je les vois, puis j'ai de la difficulté à les reconnaître. Moi, à chaque fois que ça arrive, je me dis, impossible, on y est arrivé, là. Il va mieux, là. Ouais. La première fois que tu avais écrit M. Cosco, oui. Moi, je l'avais souligné, puis j'avais dit, on peut pas laisser le personnel appeler un patient autrement que par son nom. Puis je m'en souviens, puis là, j'avais dit, ça peut même être péjoratif, par exemple, qu'il l'utilise, c'est péjoratif, parce que bon, puis on ne laissera jamais. Puis là, toi, tu m'avais dit, oui, mais... puis moi, au début, c'était clair que j'aurais pas laissé ça. Puis plus j'y repensais, plus je me disais, oui, mais lui, il s'appelle comme ça, c'est pas péjoratif, ça le définit, lui, il est content, puis c'est parfait que vous l'ayez laissé. Oui, c'est même mais on en parle dessus, parce que le personnel est mêlé de faire, mais là, il veut qu'on l'appelle comme ça, mais là, on n'est pas supposé de l'appeler comme ça. Finalement, c'est une bonne chose qu'on l'appelle comme ça. Okay. Parce qu'il s'identifie. Puis au début, je me rends compte que j'étais trop rigide. La question, c'est quoi qui est dans l'intérêt du patient? Puis d'emblée, c'est dans son intérêt qu'on ne lui donne pas un surnom, surtout si c'est péjoratif. Mais dans ce cas-ci, ça permet de l'aborder, ça permet d'entrer en contact avec lui, ça crée une espèce d'uniformité de tout le monde. Fait que globalement, oui, c'est bien. Ben, je me suis servi de nos divergences dans la série. Oui, complètement. Elles sont mais je trouve ça fou, en fait, Florence, grâce à ton scénario, tu as créé une réflexion chez le docteur Chamberlain. C'est super. C'est génial. Dans ce cas-ci, oui, c'est correct de l'appeler comme ça. C'est correct de lui donner un surnom auquel il adhère, auquel tout le monde adhère, auquel il se reconnaît, qui permet d'avancer. C'est correct, même si d'emblée, j'étais boqué. C'est drôle parce que tu as commencé à en parler, tu as dit M. Cosco. Je t'ai entendu réfléchir. Ben, Cosco, c'est vrai, j'étais là pendant cette discussion-là, mais c'est ça aussi. Dans tout ce processus-là, on a vraiment vu que tu étais hyper sensible. Tout ce qu'on apportait, puis qu'on disait, mais hey, je le sais pas, ça va-tu avoir l'air de... Tu sais, tout de suite, là, tu trouves une façon de réorganiser le truc pour que ça soit vraiment respectueux des patients. C'était vraiment quelque chose d'important dans la série. On voyait que ça te tenait à cœur beaucoup. Bien, pour votre métier aussi, puis pour les patients aussi, parce que le but, évidemment, c'est que les gens se reconnaissent puis vivent des émotions à travers ça. S'ils sont juste confrontés ou de par la véracité ou la non-véracité de la chose, bien là, je m'en veux quand ça arrive. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de cette série-là? C'est tellement une bonne question. En même temps, on peut pas décider en même temps, ça c'est pour la les autres. Question. Ben non, parce que, tu sais, comme... en tout cas, pour moi, c'est un cadeau qu'on donne aux gens. J'espère qu'ils vont vivre des émotions. Après ça, ce que ça leur fait, puis comment ils apprivoisent cette œuvre-là, ben c'est ce qu'il y a de beau dans l'art. Ils vont décider eux-mêmes. Ça leur appartient. Et vous, qui êtes incarné, finalement, d'une certaine manière à l'écran? Ce qui était très bien traduit dans ça, c'est toute la nuance.
Il n'y a pas de blanc puis de noir. Il y a pas... quelqu'un, à un moment donné, peut faire quelque chose de très noir, puis après ça, vouloir s'amender. C'est pas blanc et noir. Puis c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça dans la vie. C'est comme ça qu'on travaille. On avance, on recule. Il se vit énormément de choses, ne serait-ce que par les personnes qui soignent ça. On le voit dans la série, l'interaction entre les membres du personnel, mais c'est vraiment ça qui se passe, là. Ils vivent des choses extrêmement intenses parce que ces gens-là vivent des choses intenses au niveau du travail et quand ils se retrouvent dans la console, quand ils en parlent entre eux, ils sont encore fébriles de tout ça. Fait que ça fait des choses intenses, mais nuancées quand même. Oui, j'allais dire les humains derrière les gens qui sont hospitalisés ou qui ont des problèmes de santé mentale. Puis si les gens à la maison, quand ils regardent ça, ils se disent « Oh mon Dieu, OK, ça aurait pu m'arriver, là, j'aurais pu... » Ça aurait pu être moi. C'est tout gagné. Là. Les circonstances d'une vie de l'enfant sont tellement déterminantes. C'est beaucoup ça que ça m'a appris. Je ne vais pas tomber dans Freud, mais quand même, c'est vraiment déterminant. C'est rare que quelqu'un, j'ai l'impression, naît en étant malade. Je me trompe-tu? Il y en a, là, mais je veux dire... On a des prédispositions. Oui, autant exact. au niveau physique, on peut en avoir des faiblesses. Il y en a qui vont faire plus facilement des attaques de panique, des choses comme ça. Mais à la base, si quelqu'un a la chance d'avoir ce qu'il faut dans son développement, même les fragilités n'apparaîtront pas. S'il n'y a pas ce qu'il faut dans son développement... Ces déclencheurs-là. Toutes les fragilités vont tout de suite apparaître, puis effectivement. Quand ça, c'est déficient, nécessairement, des fois, on le paye plus tard. C'est pour ça que cet âge-là est déterminant. Voilà. Et le but étant justement d'humaniser ces personnes, ces parcours-là. En tout cas, pour moi, comme spectatrice, c'est totalement mission accomplie. Vraiment. Et tu disais que tu espérais que les gens vivent des émotions. Ça a été mon cas. Donc, 2e mission accomplie. Merci beaucoup à tous les 3 pour cette conversation. Pour écouter ou réécouter la série Empathie, rendez-vous sur Crave. Nous vous invitons également à écouter les autres épisodes de cette série balado sur vos plateformes de diffusion préférées. Si vous vivez des situations difficiles ou que vous avez besoin de soutien, plusieurs ressources sont là pour vous. Nous en avons listé quelques-unes dans la description de l'épisode.